Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Quand tu peux, tu veux, eh bien c'est possible. Et cela est possible notamment pour de jeunes joueurs de foot amputés. Ils sont dans une équipe professionnelle de football. C'est à Marseille que ça se passe, c'est à l'OM précisément. Mais au-delà des performances sportives, c'est une formidable opportunité pour ces jeunes pour ensuite, pourquoi pas, mieux réagir et mieux affronter la vie professionnelle. Mais tout de suite, place à l'actu. La marque de prêt-à-porter Pimkie revient de loin après de fortes années de turbulences. L'enseigne, dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, a enregistré une croissance de 20% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. L'enseigne cédée par l'association familiale Muliez à Pink Invest a supprimé en 2 ans 560 postes et fermé 113 magasins. Depuis, Pimkie a un seul actionnaire, Amonis, et envisage d'investir 10 millions d'euros pour la rénovation de ses magasins. Dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse, Poulalion va agrandir son site de production de bretzel. L'entreprise a prévu d'y investir 10 millions d'euros pour relocaliser sa fabrication qui se faisait jusqu'à présent en Allemagne. L'objectif est de créer un bretzel avec une indication géographique protégée IGP, précise l'entreprise. Et nous partons tout de suite à Marseille pour retrouver notre invité Jérôme Raffetto. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le capitaine de l'équipe française de football amputé. J'ai cherché un peu partout en France s'il existait ce type d'équipe. Eh bien, il y en a pas. Il y a la vôtre, celle qu'a conçue et héberge l'OM, l'Olympique de Marseille. Vous pouvez nous en dire plus sur cette équipe ? Oui, en fait, c'est une équipe que nous avons créée il n'y a pas si longtemps, donc au mois de janvier. Donc ça fait quelques temps en fait que l'équipe française de football pour amputés existe, mais il n'y avait pas de championnat. On a créé un championnat il y a 2 ou 3 ans, donc effectivement il y a d'autres équipes qui existent, mais ce ne sont pas des équipes professionnelles ou alors pas de Ligue 1. Il y a le FC Annecy et une équipe sur Paris, le Phoenix, qui existe également. Nous, on avait commencé à jouer il y a quelques saisons avec Andoum. Et c'est un quartier de Marseille. Et puis là, on a eu l'opportunité d'aller faire un tournoi inclusif avec l'Olympique de Marseille, car il fallait une équipe en situation de handicap avec leur équipe de U17 valide. Et puis le projet est un petit peu parti de là pour pouvoir créer cette section à l'Olympique de Marseille. Comment est venue cette idée, ce projet ? En fait, tout simplement, l'évolution du sport. Moi, j'ai eu mon accident il y a maintenant presque 20 ans, donc en 2005. Quand j'ai regardé sur Handisport, le foot amputé n'était pas référencé. Et tous les autres sports qui me proposaient ne m'intéressaient pas. Donc, du coup, de fil en aiguille, je suis tombé sur cette équipe qui était déjà créée, l'équipe française de foot pour amputés. Il y a une fédération européenne, il y a une fédération mondiale. Donc le sport évolue, la discipline évolue en Europe. Donc il faut savoir qu'en Turquie, ils sont déjà professionnels. Avec une vraie première division de 15 équipes. En Pologne, ils commencent à l'être petit à petit. Donc en Europe, voilà, ça commence à évoluer tout ça. Et en France, on a eu aussi cette envie de faire évoluer ce sport et de créer notre propre championnat. Alors, pardon pour cette question, Jérôme, mais les joueurs jouent avec leurs 2 béquilles, sans prothèse, je crois, mais les règles sont les mêmes que pour le football valide ? Alors, pas tout à fait. Il y a quelques différences. Donc, oui, effectivement, on joue avec 2 béquilles sur une jambe. Donc, c'est ça, des fois, qu'on a du mal, sans avoir la visibilité, à voir le sport que l'on pratique. En fait, on n'a pas de prothèse. Donc, dans la vie de tous les jours, on marche avec des prothèses. Par contre, pour le sport, on enlève notre prothèse. On est tous sur 2 béquilles et sur une jambe. Le gardien a une spécificité, c'est qu'il a une surface de réparation où il ne peut pas sortir. Par contre, lui a ses 2 jambes et ne peut faire gardien qu'avec un seul bras. Donc, pour l'équité du sport, on n'a pas le droit de toucher le ballon avec le moignon ou le membre handicapé, autant pour le gardien que pour les joueurs. On joue à 7 contre 7 sur une surface de 40 mètres par 60 mètres. Il n'y a pas de hors-jeu, les touches se font au pied. Voilà. Après, sur la majorité du reste, ça ressemble vraiment à du football valide. Alors, ce qui est formidable dans cette aventure, c'est qu'au-delà du sport et donc du foot, dans le cas précis, c'est une manière de dire à ces jeunes amputés, ne vous dévalorisez pas, vous êtes capables de faire. Et aujourd'hui, c'est du foot pour eux. Demain, ils vont peut-être créer leur propre entreprise. Et cette expérience à l'OM amputé leur apporte donc du courage. J'ai pas le bon mot, j'aime pas trop courage, mais en tout cas, cette force de se dire, oui, c'est possible, malgré mon handicap. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est tout à fait ça, oui. Pour revenir un peu sur ma carrière à moi, j'ai été au centre de formation à l'ESCAN et j'y ai joué jusqu'en Ligue 2.
Après, j'ai eu un petit peu des blessures qui m'ont contraint à redescendre en amateur, mais plutôt à un niveau quand même cohérent, puisque je jouais à N2. Puis en 2005, donc j'ai eu en allant à l'entraînement à hier, j'ai eu un accident de la route où j'étais piéton et une voiture est sortie de la route et m'a renversé. Et puis ensuite, voilà, oui, de rencontrer des personnes aussi en situation de handicap et de voir ce qu'ils sont capables de faire. Bien sûr que mentalement, ça nous donne envie de faire plus. Moi, mentalement, je pense être quelqu'un de suffisamment solide pour pouvoir avancer. Donc, quand j'ai eu mon accident et que j'ai pas trouvé de sport adéquat, eh ben, je suis parti, comme tu l'as dit, dans un système où j'ai voulu créer ma propre entreprise, justement, où j'ai fait un complexe de foot indoor sur Carnoux-en-Provence que j'ai tenu pendant 12 ans. Donc du coup, j'ai monté le complexe. Ça s'était pas encore connu en France et on a lancé un peu cette mode. Ça a très très bien marché. Et il y a 4 5 ans, beaucoup de se sont montés. J'ai décidé de vendre et c'est à ce moment-là que j'ai connu le foot amputé. Et j'ai toujours besoin en fait d'objectifs dans ma vie. Donc du coup, je me fixe toujours des objectifs à court, moyen et long terme que j'essaye d'atteindre le plus rapidement possible. Et donc quand j'ai ouvert mon entreprise et que j'ai décidé de la vendre, eh ben, je suis parti sur un autre objectif. Et l'autre objectif était d'arriver en équipe de France de foot pour amputés et puis de créer une équipe à l'Olympique de Marseille et puis de jouer des Coupes du Monde, des championnats d'Europe. Donc voilà. Et si on arrive par ça à donner l'envie à d'autres personnes qui sont chez eux, peut-être qui font rien, qui se disent je suis pas capable d'eux, et de montrer que d'autres personnes le font, et arriver à sortir de chez eux et faire entreprendre des choses, que ce soit dans le sport ou autre, comme tu l'as dit, on a gagné une partie, voilà, une bonne partie de ce qu'on voulait faire. Dernière question, le club est tout jeune. Quels sont vos projets? Quelle est la feuille de route? Alors le championnat déjà il existe. On a fait déjà 2 journées, mais on a fait des journées malheureusement pour l'instant à 3 clubs. La feuille de route de l'Olympique de Marseille, c'est d'essayer de gagner ce championnat parce qu'il valide quand même une place en Ligue des Champions, donc ce qui est intéressant. Et puis voilà, je vais pas dire recruter des joueurs parce que on souhaite pas à certaines personnes d'avoir ce handicap-là, mais en tout cas d'essayer de sensibiliser ceux qui ont déjà eu un accident de la vie ou autre et qui sont en situation de handicap, de venir nous rejoindre. Nous, depuis qu'on a créé cette équipe, on a 8 nouveaux joueurs qui sont venus essayer. Donc, des fois, ça le fait, des fois, ça le fait pas, parce que le sport amputé est quand même un sport très, très physique. Donc, où on doit autant utiliser le haut que le bas du corps. Voilà, on est aussi dans un volet social, hein. Donc, il y a vraiment 2 parties pour le club. Le volet social où on va récupérer des joueurs, où on va montrer ce qu'on est capable de faire et où on va essayer d'emmener le plus loin possible les personnes en situation de handicap. Et le volet quand même compétition où nous faisons partie d'un championnat et nous avons envie d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup, Jérôme. Et en parlant justement de dépassement de soi, vous connaissez peut-être Philippe Croison, cet aventurier exceptionnel qui n'a plus de jambes et plus de bras. Sa fondation a proposé la traversée en Guyane, la traversée de la liberté à plusieurs jeunes handicapés. Cela a donné naissance à un documentaire, La traversée de la liberté, produit par Atlantiprod. On regarde quelques images. Entre la liberté et le bagne, il peut y avoir la mort. Il n'y a pas la peur. Je suis Philippe Croison. Je suis mort le 5 mars 1994. Enfin, j'aurais dû. On m'a réanimé. Mais à quel prix ? Et c'est l'aventure qui m'a permis de trouver le courage pour continuer. Avec l'Académie Philippe Croison, on prépare ces jeunes nageurs à la compétition de haut niveau. Mais j'ai envie de leur transmettre aussi l'amour des grands défis. C'est pour cela qu'on les a emmenés en Guyane. On leur a fait réaliser une traversée inoubliable entre les îles du Salut et Kourou. Et c'est cette histoire qu'on va vous raconter. Pour la partie un peu maritime, à part les requins, il faudra faire attention. Après ça, c'est un détail. Tout seul, on va vite. En groupe, on va loin. En Guyane, il y a des moments où vous allez traverser, je pense, des moments durs. Mais c'est pas grave, il faut rester motivé, il faut penser toujours au groupe. Elle porte pas de venin, elle. Si, elle a des venins. Ah, s'il vous plaît, les piranhas et les crocodiles, hein. On est gentils. Alors plongez pas. Il y a 1 mètre d'eau, il y a Gabriel. Le fait de partir dans des contrées inconnues, à chaque fois, systématiquement, ça a créé de la cohésion dans le groupe. Vous allez vous sentir seul parce que vous n'allez voir ni les îles derrière vous, ni Kourou en face de vous.
tellement ça va être loin. On est venu ici pour faire la traversée des îles du Salut, là où il y avait les bagnards, qui ont certainement rêvé de venir à la nage, on va retrouver leur liberté sur le continent. Et nous, on va le faire, pour montrer qu'on n'est pas prisonnier du handicap. Et à 5h19, nous mettons à l'eau. C'était assez stressant parce que en fait, c'est des sensations qu'on ne connaît pas. La chose que je craignais un peu plus, c'était vraiment en fait les vagues. Il y avait beaucoup de vagues et on avait du mal à rejoindre le bateau qu'on devait suivre. Le début, c'était le plus dur, je trouve. Dans ces moments-là, si on n'a pas le mental qu'il faut, on ne peut pas réussir cette traversée. Et partons tout de suite à la rencontre de Idefix, un robot destiné à sécuriser le fonctionnement de l'usine ZF de Bouzonville, spécialisée dans les pièces de freinage automobile. Un reportage de Moselle TV. Idefix sort de sa niche. Cette usine spécialisée dans les freins automobiles a investi 400 000 € dans ce robot à 4 pattes pour effectuer de la maintenance 7 jours sur 7. Donc moi je vais programmer le robot et je vais lui dire ok, scanne-moi ce moteur-là et chaque fois que tu vois qu'il atteint plus de 50 degrés, tu me crées une alerte. Donc ça c'est le premier seuil d'alerte et dès qu'on monte au-delà d'un autre seuil d'alerte qui est par exemple 80 degrés, là il fait carrément une appel beaucoup plus poussée. Il peut envoyer soit des SMS, soit carrément appeler les personnes. Un robot qui se veut discret afin de ne pas déranger la vie du service, mais aussi polyvalent pour répondre à une multitude de demandes de la part de son maître. Le premier usage, du coup, c'était de la maintenance. Donc on venait faire des analyses thermiques, des analyses acoustiques pour détecter tout ce qui est fuite d'air, etc. Et au fur et à mesure, en fait, on lui ajoute des extensions. Donc là, on a ajouté toute la partie HSE, notamment avec la détection des extincteurs. On pense à différentes autres applications, notamment au tour de garde. Le robot va pouvoir aller à l'extérieur et vérifier qu'il n'y a pas de personne présente. La robotisation et l'automatisation des process sont au cœur des préoccupations de la direction. Un virage technologique qui pose la question de la pérennité des emplois. Réduire la masse salariale, non. Optimiser la structure, forcément. La question de fond, c'est l'usine installée depuis 55 ans, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire encore pour les 55 prochaines années. Le pire serait de ne rien faire, bien entendu. Sur ces robots-là, et l'intelligence artificielle, je suis assez confiant encore de toutes les belles choses qui pourront être faites pour que l'ancrage de l'usine reste tel qu'il est. Merci d'avoir suivi ce numéro du Business Club de France des entrepreneurs. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sans oublier les 10 radios qui nous diffusent chaque semaine. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.